Bonjour, comment vous appelez-vous? Alors, moi je m'appelle Camille Martin. Et moi, je m'appelle Camille Fernandez. Quel est votre métier? Quel est votre salaire et qu'avez-vous fait comme études? Je suis éducatrice spécialisée. Avant le prélèvement des impôts, je suis à 1800 net. Pour faire ce métier, j'ai fait une école de travail social avec le diplôme d'éducatrice spécialisée. Et moi, je suis psychologue clinicienne. Je travaille donc à 80% dans l'association et je gagne avant impôt 2100 € net. Du coup, j'ai fait une licence en psychologie clinique et après l'avoir validée, j'ai fait une année de master 1 en psychologie clinique et une deuxième année de master psychologie clinique mais avec une spécialité victimologie criminologie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Alors, j'aimais la relation aux gens et j'ai eu envie de pouvoir être une personne qui apporte du soutien à des personnes en difficulté qui pourraient pas forcément le retrouver dans un lien familial ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier? Beaucoup de choses. Je pense que quand je réfléchissais à une orientation après le bac, c'était important pour moi de retrouver une notion de créativité. C'est quelque chose que j'ai pu retrouver dans la fonction psychologue puisque chaque situation qu'on va traiter sera toujours différente et mènera à réfléchir à des réponses individualisées qu'on va co-créer avec le patient dans les interventions que je peux faire, les outils que je peux proposer et imaginer avec le patient. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me donnait envie et qui était important, cette créativité. Par ailleurs, dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un qui est plutôt passionné par les jeux en coopération, notamment les jeux où on doit résoudre des énigmes, faire des escape games. Et c'est quelque chose que je retrouve un petit peu finalement dans mon travail, c'est-à-dire que on va être deux à reprendre tout le parcours de la personne, à la regarder sous un angle différent, à prendre du recul, à établir des liens et à essayer de comprendre ensemble comment les choses fonctionnent pour elle, qu'est-ce qui a dysfonctionné à un moment et comment on peut faire en sorte qu'elle refonctionne, qu'elle fonctionne mieux, aller vers un mieux-être. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est comme un petit peu un boulot de mini-enquêteur qu'on peut faire à deux et qui est plutôt passionnant. Quelles sont vos missions? Ma première mission, c'est d'accompagner des adultes qui souhaitent réduire ou arrêter un comportement addictif avec ou sans produit. La deuxième mission, c'est les consultations jeunes consommateurs, donc c'est la même chose mais au niveau des 12-21 ans. Ma troisième mission, c'est la prévention sur Albertville et ses alentours, principalement Beaufort, Albertville, Ugine et Frontenex. Et là, a priori, je vais reprendre les consultations entourage et familiaux. Donc c'est des consultations avec une personne consommatrice et son entourage, ou juste l'entourage. Pour qu'ils puissent venir, il ne faut pas forcément que la personne soit suivie dans notre structure. C'est totalement indépendant. Alors moi, mes missions, c'est principalement celle de l'accompagnement et du soin. J'accompagne les adultes en psychothérapie, donc là, c'est des objectifs qui sont propres à chacun. Et je suis la psychologue du coup en charge des consultations jeunes consommateurs. Que ça soit sur Albertville en binôme avec Camille, tous les mercredis, où là on fait des entretiens à deux, on reçoit les jeunes avec ou sans leur famille, ou juste la famille des jeunes, pour parler de leurs problématiques. Principalement c'est ça, et j'oriente beaucoup ma pratique sur la prise en charge des traumatismes, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes, où du coup j'ai une formation qui me permet de prendre en charge les traumatismes et de traiter les psychotraumatismes. Comment on pourrait définir le mot addiction? En termes étymologiques, en gros, ça a qualifié les esclaves. Donc on était esclaves d'eux. Donc il y a vraiment cette notion d'esclavage au niveau de l'addiction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui était plaisir, envie, devient un besoin et on ne peut plus s'en détacher. Souvent, je dis aux patients, pour moi, l'addiction, c'est quand on perd la liberté de ne plus consommer. C'est-à-dire, je ne suis plus en capacité de dire non, à cet instant précis, je ne vais pas consommer. Bah non, en fait, je ne peux pas me poser cette question. Je suis dans la contrainte de consommer. Donc on a vraiment un peu ce truc d'esclavage derrière au produit ou au comportement où il y a une perte de contrôle et surtout où il y a des conséquences. Parce qu'effectivement, on entend addict aux écrans, addict à ci, addict à ça. Oui, peut-être, mais est-ce que la personne continue d'avoir des activités, continue d'avoir des envies? Est-ce qu'elle peut s'arrêter de regarder l'écran pendant 2 3 heures, faire un repas en famille? Enfin voilà, c'est quand même, quand on est dans l'addiction, on est quand même dans quelque chose qui a une certaine ampleur, quoi. Puis on parle aussi de l'alcool. Oui, non, mais j'ai pas un problème avec l'alcool parce que je bois pas tous les jours. Mm. Bon, bah l'addiction, ça va au-delà de ça quand même. Mm. Si par exemple, il est impossible de faire une soirée
sans boire d'alcool et que j'ai besoin d'une soirée tous les week-ends, bon bah là on va commencer à se poser des questions. On a des formes de dépendance hebdomadaires, entre guillemets. Notamment autour de la cocaïne, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Des gens qui n'ont pas les moyens de consommer tous les jours, mais qui consomment tous les week-ends. Et ce n'est pas possible de ne pas consommer un week-end. Un week-end où on ne consomme pas est un week-end gâché. Et puis l'envie de consommer, elle va être ultra présente. Ça va au-delà du simple j'ai envie. Là j'ai juste envie, je bois pas tous les jours, je bois tous les jours. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est compté comme une addiction? Alors, il n'y a pas de consensus scientifique concernant un trouble d'usage en gros du téléphone ou des réseaux sociaux. Le seul trouble pour l'instant qui est reconnu, c'est celui de l'usage des jeux vidéo, donc une dépendance plutôt du côté des jeux vidéo. Mais on commence à parler de troubles de l'usage d'Internet ou choses comme ça. Dans les faits, dans la pratique, nous on observe qu'en tout cas le smartphone crée des dépendances comportementales, notamment ce qu'on appelle la nomophobie, c'est-à-dire la crainte de ne pas avoir son téléphone sur soi, de ne pas pouvoir voir des notifications, de ne pas pouvoir répondre à temps, de ne pas avoir de batterie sur son téléphone. Et nous, on a des jeunes en consultation qui, clairement, ont une addiction au visionnage de vidéos YouTube, de visionnage de vidéos sur les réseaux, qui passent des heures et des heures à visionner des vidéos sur TikTok et sur les réseaux. Enfin, ça peut aller jusqu'à 7-8 heures par jour. Donc, à partir de là, moi, je sais pas si c'est l'objet réseau social en lui-même, j'ai quand même ma petite idée là-dessus parce que c'est quand même créé pour y passer du temps et les algorithmes sont faits pour ça. Je pense qu'en tout cas, on va y arriver. Qui vient vous voir? À quel profil vous adressez-vous? Bah principalement c'est des adultes. Et après, parce que proportionnellement, en fait, pour recevoir les jeunes, on a un budget pour payer les professionnels, pour recevoir les jeunes. On a 2 jours dans la semaine consacrés aux jeunes, alors que pour les adultes, on a toute la semaine. Après, toute personne, à partir de 12 ans, peut venir consulter au Pélican parce qu'elle a une question par rapport à ses consommations. Elle n'est pas obligée d'être dans l'addiction, on peut juste se poser des questions, même sur des effets que certains produits ont pu avoir, ou on a envie de tester des produits, mais on ne sait pas trop, on a des craintes. En fait, on peut venir au Pélican, on n'est pas obligé d'être dans l'addiction à proprement parler. Combien ça coûte? Et bah ça coûte rien du tout. C'est totalement gratuit. Peut-on venir anonymement? Oui, tout à fait. Nous avons beaucoup de Monsieur X, Madame X. On n'est pas obligé de donner son nom, pas obligé de donner de numéro de téléphone. Après, par contre, effectivement, si on prend rendez-vous, le numéro de téléphone est important pour qu'on puisse rappeler la personne, mais la personne peut tout à fait donner un faux nom. Pas besoin de donner de carte vitale et on n'a pas besoin de donner de papier d'identité. Même pour des mineurs. Ouais. La confidentialité, elle est pour tous les usagers du centre, au point où même si par exemple vous prenez rendez-vous mais vous voulez pas que votre compagnon, votre compagne soit au courant, si cette personne venait appeler et demander si vous êtes bienvenu à votre rendez-vous, on lui répondra qu'on ne peut pas lui donner une telle information. C'est pour ça qu'on ne prend pas de rendez-vous de la part d'une tierce personne, c'est uniquement la personne qui appelle, sauf pour les mineurs évidemment où les parents peuvent appeler. Par contre le mineur, on précise toujours en séance, tout ce qui va être dit en l'absence de ses parents va rester dans l'espace de consultation, sauf si lui a envie d'en parler, et on va travailler avec lui la manière dont on peut en parler, et ce qu'on ne doit pas dire, avec l'exception bien sûr de la question de la loi. Si le mineur est dans un danger imminent pour lui-même ou pour autrui, on va lui dire, écoute là, ce que tu viens de nous confier, il va falloir qu'on en parle à un adulte de confiance pour te protéger et pour t'aider, parce qu'on ne peut pas le garder pour nous par rapport à la question de la loi, mais ça en fait on leur précise toujours au premier entretien. Comment peut-on vous contacter? Où vous trouver? Alors on peut nous contacter au 04 79 37 87 00 qui est le secrétariat d'Albertville. On peut aussi nous contacter par mail, c'est tarentaise-le-6pélican.org. Donc là on peut aussi nous contacter via ce mail-là. Si une personne est intéressée d'avoir un entretien par rapport à une question personnelle ou pour un entourage, c'est sur rendez-vous. Combien de personnes fréquentent votre structure? Les chiffres de 2023 là, sur l'antenne d'Albertville, on est à 907 personnes accompagnées sur toute l'année. Sachant que ça prend en compte Moutier et les consultations jeunes consommateurs. Si tu veux, on a les chiffres aussi des CJC. Et sur l'année 2023, il y a 36 jeunes qui ont été suivis ici. Sachant qu'on reçoit en fait les jeunes que les mercredis, donc c'est qu'une journée par semaine. Quel est le problème le plus récurrent? Le problème le plus récurrent, statistiquement, c'est l'alcool. Chez les jeunes, pour Albertville, je dirais pas que c'est l'alcool qui arrive en premier. Je dirais qu'on est plutôt sur du cannabis, tabac. On a de plus en plus de cocaïne. Je dirais même que dernièrement, on a eu plus de cocaïne que d'alcool.
c'est ce qu'on appelle le premier produit pour lequel elle vient consulter. Des fois, après, on se rend compte qu'il y a d'autres problèmes. Comment on aide quelqu'un à venir vous rencontrer et comment faire si la personne n'ose pas ou a peur? Je pense que ce qui est important, c'est d'une certaine manière déculpabiliser la personne, de pas le pousser et de le forcer à tout prix. De montrer qu'on est là, qu'on se rend compte qu'il y a une problématique, que vous, ça vous inquiète. Vous savez qu'il existe un endroit où qui pourrait être pris en charge et qu'il devrait peut-être y réfléchir. Parce que des fois, ça me demande du temps. Juste laisser une porte ouverte à la discussion par rapport à ça. Oui, que ça soit pas une injonction, parce qu'en fait, on voit que alors il y a beaucoup de personnes qui viennent sur injonction de l'entourage, et parce que l'entourage, forcément, est très inquiet, est-ce qu'on peut comprendre. Le souci, c'est que souvent, ces personnes, elles viennent soit avec des objectifs qui sont pas les leurs, soit avec une pression qui va les faire encore plus culpabiliser, ce qui sont pas prêts, et ce qui va mener, en fait, à des arrêts rapidement de suivi. On peut aussi dire à la personne de son entourage qu'on a besoin déjà juste d'évoquer la chose et d'avoir des réponses à nos questions. Et que ça peut rassurer aussi. C'est aussi important de dire ça aux personnes. Un rendez-vous n'engage à rien. On n'est pas dans un engagement de suivi. Même si au bout de 2-3 rendez-vous, la personne pense que ça ne lui apporte rien, elle peut dire « je ne reviens pas ». Et surtout, nous, on n'a pas d'obligation de résultat, mais la personne non plus. Et de leur dire qu'on n'est jamais dans un projet pour la personne. La personne, elle est là vraiment pour décider de quel sera son projet, si elle veut un projet. Que ça soit dans de la réduction, que ça soit de l'arrêt ou simplement de la réduction des risques, c'est-à-dire moi je veux continuer de consommer mais de façon moins dangereuse pour ma santé mentale et physique. Et ça, jamais personne n'ira à l'encontre de son projet. Pensez-vous que ce métier a de l'avenir ? Oui, ça c'est sûr. C'est certain, parce que aujourd'hui, avec le développement du numérique, d'internet, etc., on a des sorties de nouveaux produits de synthèse tous les jours. Et même des produits où finalement on n'arrive même pas à être à la page, parce qu'en fait il en sort je ne sais combien chaque jour, et les jeunes sont de plus en plus attirés par ça. Ça coûte pas cher, ils peuvent l'avoir très facilement, et on a toujours plus de supports qui mènent à addiction aujourd'hui. Tout est fait pour qu'on ait envie de continuer, certains, que ça soit des comportements, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, mais aussi les nouveaux produits qui sont hyper addictogènes. Donc. Merci de votre participation. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées dans la barre d'information. Bonne journée.